va bien là. Vous êtes bien? Bah oui. Qu'est-ce qu'on est content, tu sais, on est des vrais mômes, nous, avec Hervé. On a bien mangé. On a bien mangé. On a mangé du poisson. Et c'était vachement bon. C'est vrai, c'était bien. Ouais, c'était vraiment bon. Te retrouver ici, alors là, avant, quand tu étais venu la dernière fois, il y avait une scène là, où on était, parce que depuis il y a eu des travaux et ça a été complètement aplani. Et tu étais on était sur la scène dans le même dispositif. On était déjà assis. On s'est peut-être pas levé depuis. Bon, alors Yolande, on va discuter un petit peu de ce film avant de passer la parole aux spectateurs, aux spectatrices. Ça fait 10 ans que tu n'avais pas réalisé depuis Henri. Tu étais venu d'ailleurs à l'ONIA nous présenter Henri. Qu'est-ce qui s'est passé pour que cette idée germe et qu'il faille attendre comme ça une dizaine d'années? Il me faut du temps. Il me faut du temps. J'ai toujours le syndrome d'usurpation. En fait, cette idée, le thème, je l'avais eu déjà en 2013. J'ai un copain qui était venu chez moi avec un bouquin des Beaux-Arts. Et il y avait là-dedans, il parlait d'un faussaire qui s'appelait Shaun Green Hulk, qui est un faussaire qui habite la banlieue de Londres. Et c'était un gros fils entouré par ses parents. L'image me faisait un peu penser aux des chiens. Et à côté, il y avait ce qu'il avait réalisé en s'équipant dans les bricomarchés du coin. C'était des œuvres absolument magnifiques. Et je me dis, les faussaires, c'est un thème intéressant. Après, je me suis dit, les faussaires, je ne vais pas faire un documentaire sur les faussaires, ça a déjà été fait. Mais par contre, qu'est-ce qu'il y a derrière les faussaires qui m'intéresse? Et donc, il y a eu ces phrases qui m'ont aidé. Cette phrase de Paul Valéry, sans les faussaires, la vie serait vraiment triste. Puis je me suis dit qu'il y avait plein de manières d'être faussaire. Récemment, il y a un bouquin de Laurent Godet, dont j'ai oublié le titre, bravo, sur justement cette nécessité qu'on a ce besoin qu'on a de rêver ou de se réinventer. C'est un des avant-derniers bouquins qu'il a fait. Sur le même thème, c'est écrit très différemment de moi. Oui, puis alors, c'est vrai qu'on a l'impression que tu as eu envie d'écrire le personnage de cette femme qui va être un peu le moteur de la renaissance de plein d'autres personnages qui dans la vie, on a tous, voilà, ont eu des petits soucis, les uns, les autres et tout ça. Et il y a une grande envie de réunir un peu tout le monde, hein, de réunir tout le monde et de se dire on va quand même faire la fête à la vie, même si ça va pas, même si ça va mal. Et il y a, que ce soit quand la mer monte dans Henri ou dans celui-ci, il y a toujours ce désir mais encore plus dans celui-ci d'ailleurs, parce qu'il y a un côté hyper festif là, puisqu'on d'ailleurs tu as énormément travaillé avec des musiciens. Tu disais que tu avais travaillé avec les musiciens de La rue est à nous, voilà, tu as des gens que tu connais, parce que toi tu as l'habitude aussi de travailler soit avec des musiciens qui étaient tu étais très imprégné de tout cet univers très festif de la scène française musicale. Et comment c'est ce que tu as voulu, réunir un peu tout le monde, faire quelque chose d'un peu choral comme ça. On a l'impression qu'il y a tous ces personnages qui sont tous issus de milieux un peu différents et qui vont migrer chez toi, d'une certaine manière. L'idée première est vraiment venue des faussaires. J'avais envie d'un film où tout était faux. Des fausses pistes, un faux polar, fausse science-fiction, que chaque personnage du film ait une dualité, quelque chose. Celui qui vient de Turquie a besoin d'une fausse identité, puis Grégory Gadebois, Bernard aussi, et à chaque fois une manière différente. Ça a créé, je pense, mes personnages. Et après, c'est dessiné parce qu'évidemment, il y a plusieurs strates pour les films. Et cette petite communauté de gens qui sont plus ou moins marginaux, plus ou moins, voilà. Et donc, il y a une deuxième lecture sur justement l'humanité qui est racontée dans le film. La communauté de l'ouverture aux autres. Voilà, sans que ce soit, j'espère,
trop appuyé. Voilà. Non, le film est drôle et c'est vrai qu'il y a des scènes quand même super drôles avec même alors l'envie de tourner avec William Scheller. Enfin, je trouve ça très étonnant. Tu peux nous raconter un peu ça parce que Une rencontre. Ouais, cette rencontre quand même improbable, enfin c'est génial. William Scheller, il m'avait envoyé un petit message sur Facebook. Je sais pas, il a charlé de Facebook, mais un jour il m'a dit j'aimerais bien être votre ami, mais comme je suis très timide, je ne le demanderai pas 2 fois. Je me dis oh là, William Scheller, pour moi c'est un monument de la variété française. Voilà, et je ne me suis même pas posé la question est-ce que c'est pas fake? J'ai tout de suite répondu, je me dis ah oui, j'ai envie d'être votre ami. Et donc quand j'ai dû penser à un curé qui était plus âgé que moi et qui jouait le rôle que vous avez vu dans le film, j'ai pensé à lui, seulement il n'a jamais joué, ça passe sous sa casse, j'étais le voir, je trouvais il était tellement singulier, voilà, que j'étais le voir, il m'a dit oui, j'étais content, je me dis, ça passe sous sa casse. En curé. Je le trouve formidable. En curé. Oui. Pas mal. Parce qu'il me fallait un curé, moi j'ai 70 ans, il me fallait un curé plus âgé, le curé de ma jeunesse. Ça commence à être dur, hein. Alors, ce qui est bien, Yolande, c'est que tu n'oublies pas tes amis des chiens aussi. On a le plaisir de revoir François Morel, Duquesne. Salut Olivier qui est dans la salle. Il y a Olivier Saladin d'ailleurs qui est dans la salle. Ouais. C'est bien. Et puis surtout, nous, ce qui nous a fait plaisir, c'est de retrouver un acteur qu'on aime bien, qu'on voyait très peu ces derniers temps, c'est Sergi Lopez. Et là, franchement, voilà, c'est son grand retour. Et tu nous disais, quand on mangeait, quand il a découvert le film, il a fondu en larmes. Il pleurait. Oui. Et en fait, j'ai bien aimé sa réaction, parce que c'est un film, je sais pas, se taper la cuisse, il peut être drôle, il peut être sensible, mais le fait qu'il pleure, en fait, ça m'a plu. Ça m'a plu. Alors, lui, au départ, j'ai hésité aussi, parce que il est quand même beaucoup plus jeune que moi, et dans les acteurs plus âgés, il trouvait quelqu'un vraiment sexy. Moi avec, ça commence à devenir compliqué. J'avais pensé à Bakri, à un moment donné, il ne me répondait pas. Mais pour cause. Bakri, ça aurait été différent, parce qu'il est dangereux, Bakri. Mais après, j'avais pensé à lui, à Sergi Lopez, assez vite. Mais je me suis dit, un acteur espagnol qui joue André Pierre de Mondiargue, qui est un poète. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui connaissent André Pierre de Mondiargue. Est-ce qu'il y en a qui connaissent le 1, 2, oh, 3. Je sais qu'il y a des lectrices dans la salle. Ah oui, en général, c'est les profs de français, les gens qui ont fait des études de lettres, qui connaissent. Mais moi, je trouvais que c'était... Moi, je ne connaissais pas, hein, mais c'est de la poésie vraiment des années 70, un peu opaque, assez sensuelle aussi. Ah oui, même très érotique. Très érotique. Moi, je me rappelle, moi, j'aimais bien tout ça. Moi, je comprenais, plus j'aimais, quoi. Voilà. C'est super. Prévert, c'est pas ça, hein. C'est autre chose. Mais alors, donc, il y avait ça, et on a résolu l'affaire, parce que je me dis, Sergi Lopez jouait André Pierre de Mondiargue. Et alors, on a résolu l'affaire avec Frédéric Moreau, avec qui a écrit le film avec moi. Et donc, on a fait André Pierre de Mondiargue. Et je trouvais finalement, j'aimais bien mon choix. Et comme on est tous les deux un peu gros, ça passe. C'est très joli où ça a été tourné le temps qu'on... Charleville-Mézières. C'est Charleville-Mézières. La maison est extraordinaire. On aimerait tous y vivre peut-être avec toi. Mais en tout cas, bon, ça fait du monde. Hein. Mais c'est très joli, les paysages, et puis surtout le paysage final, là, avec la péniche. C'est une région que je connaissais bien quand j'étais jeune. Pour moi, ça a son sens aussi d'avoir été tourné là-bas. Parce que quand j'avais 18 ans, moi, j'ai suivi quelques dans les communautés hippies qui avaient juste de l'autre côté de la frontière, de Couvin. Donc dans ces bois, où il y avait un fermier qui était génial.
et qui avait dit, mais venez, trouvez ça, ce mouvement formidable, dit, venez, j'ai de la terre, vous pouvez cultiver. Et donc il y a plein de chevelus de Bruxelles qui sont descendus, qui ont construit des tipis en plastique. C'est là que j'ai rencontré le père de mes enfants. En novembre, ils étaient rentrés. Hein. Mais en attendant, ce que je veux raconter avec ça, c'est que quand même, à 18 ans, on était quand même persuadés d'un monde meilleur. Et le film raconte ça aussi, c'est là où je veux en venir. C'est que j'y crois plus tellement maintenant. Et je trouve que pour les jeunes, c'est un monde qui s'est fermé à cause des guerres, du Covid, qui se referment de plus en plus, auquel on donne un seul discours, qui est toujours le même. Bon, mon film est... tu avais employé un chouette terme tout à l'heure que j'ai oublié. Parce que je voulais le récupérer. Libertaire. Ça me plaisait. C'est marcher en dehors des clous. Parce que c'est ça. Osons rêver et partout. Oui, mais c'est vrai que le personnage que tu as écrit là, sur cette femme qui revient après pas mal d'années voilà, vers sa famille aussi, qu'on ne sait pas d'où elle vient, c'est ça qui fait un peu le mystère de ce personnage. On sent que c'est une femme qui est à la fois très très libre, qui a fait des études, puisqu'on le sait à un moment donné, on sait qu'elle a fait des études, et puis bon, la vie comme ça c'est parti un peu ailleurs. Elle se retrouve à bosser quelque part, voilà, elle est très bien dans son job, à s'occuper du service à l'école des Beaux-Arts, et elle essaie de reconstruire un peu son histoire. Et on sent en effet qu'il y a un background, qu'elle a vécu des trucs, mais en effet, par rapport à son âge, quelque chose peut-être de la fin le début des 70s, la fin des 60s. D'assez lointain. D'assez lointain, où il y avait quelque chose de peut-être de très 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 libre et tout ça, et qu'elle se retrouve un jour voilà, face à son destin et à cette histoire d'amour qui est en effet qui a été avortée. C'est assez chouette. Je crois que je ne suis pas la seule personne, mais votre film m'a ému aux larmes. Il m'a vraiment bousculé. Et j'ai autre chose que je voulais vous dire quand même et qui m'a fait sourire, malgré mon émotion. C'était la petite trappe que vous aviez, parce que ma grand-mère maternelle était une bourgeoise très riche et qui avait dans son salon, il y avait plusieurs cuisinières. C'est une grande maison de ferme dans l'Eure, pas loin. Et maintenant classée au patrimoine d'ailleurs, la maison, et elle avait dans son salon, il y avait la salle à manger au rez-de-chaussée attachée à la cuisine. À la cuisine, il y avait 3 cuisinières, il y avait aussi des femmes de ménage, etc., un genre de majordome, et je peux vous dire qu'elle avait dans son salon une petite trappe cachée, parce qu'elle voulait entendre les ragots des personnes qui travaillaient dans la cuisine. Et puis aussi, évidemment, les vachers, le berger, tout ça qui venait peut-être prendre un verre ou un café ou quelque chose. Elle voulait entendre ce qui se passait. Elle leur parlait pas à peine. Son mari leur parlait. Mais elle avait aussi cette trappe. Alors j'ai trouvé ça absolument superbe. Bravo. Ben, la trappe, moi j'en ai eu une dans une petite maison que j'avais aux alentours de Bruxelles, et j'avais fait cette petite trappe, un trou en fait qui était juste au-dessus du feu, du poêle à charbon, et là, ça permettait à la chaleur de monter. Voilà. Et parfois je passais ma tête à travers la trappe pour engueuler mes enfants quand ils s'engueulaient. C'est pratique aussi. Moi, je voulais juste vous dire que votre film, c'est un beau tableau vivant. Ça me plaît bien. Ça me plaît bien, parce que comme au départ, je dis, j'ai voulu une espèce de conte. C'est à moitié réaliste et à moitié pas. C'est-à-dire, pour moi, ce n'est pas que réaliste, quoi. C'est une forme de conte que j'ai voulu, et poétique et politique quelque part, parce que ça raconte la manière qu'ont les gens de vivre ensemble. Et je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, où la nécessité de pouvoir rêver, de marcher en dehors des clous. Je pense souvent à la chanson de Souchon, on nous fait croire que le bonheur c'est d'avoir, tout ça. Voilà, c'est un film qui veut dire aussi, peut-être l'essentiel se passe pas toujours là où on nous dit qu'il est, surtout maintenant dans ces moments peut-être de difficultés, de crise, de difficultés
difficulté pour plein de gens. Donc ma question, c'était, est-ce que vous travaillez toujours avec le même directeur ou directrice de la photographie? Et j'ai une deuxième question aussi. On parlait d'esprit libertaire. Je crois que vous avez travaillé et été actrice pour Agnès Varda. Et moi, je vois une filiation avec Agnès Varda. Est-ce que vous pourriez développer cette remarque aussi? Merci. Je ne sais pas, mais ça me fait plaisir. En tout cas, je me rappelle avoir vu les plages d'Agnès, je ne sais plus quand je l'ai vue, c'était en 14 ou quelque chose comme ça. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui te prend de vouloir faire du cinéma? Parce qu'elle raconte le siècle dans lequel on vit, elle raconte le racisme, elle raconte l'amour, elle raconte la vie de famille, elle raconte plein de choses, le siècle dans lequel elle vit, et elle se déguise en patate. Et je trouve qu'elle est culottée. Et justement, j'avais envie de me permettre. Dans ce film, il y a plusieurs un peu techniques qui sont abordées, mais il n'y a rien qui me dit que je dois être absolument réaliste. Donc, tu vois, au retour, par exemple, du mariage, il y a cette espèce de colonne. Je crois que j'ai pensé un peu à Pinot Bausch. En effet, de ce qu'on a vu, de ce qu'on a aimé. Et le cinéma muet, c'était une autre, j'en avais envie, j'en crevais d'envie. Et puis je me dis, c'est peut-être un peu risqué, c'est peut-être une fausse bonne idée. Donc j'ai quand même essayé, je l'ai fait différemment aussi, au cas où ça passait pour une idée qui ne tiendrait pas. Après, c'est le troisième film seulement, enfin quatrième avec un documentaire que je fais, c'est chaque fois avec chef opératrice différente ou chef opérateur. Ici, c'est une femme, j'adorais. Irina Lubchansky, Ah oui, formidable. Mais c'est vrai que tu as fait un documentaire sur les migrants à Calais, Oui. il y a quelques années de ça, Oui. hein, qui est malheureusement toujours C'est pire même. pire. Oui. Voilà. Et l'image d'Irina Lubchansky, c'est formidable parce qu'elle m'a vraiment bien aidé. J'ai peut-être évité des écueils, peut-être d'Henri, où c'était peut-être un peu plan-plan. Enfin, je veux dire, à chaque fois, on cherche à se perfectionner. Et donc, elle m'a beaucoup aidé dans le découpage. Et puis, ce que j'ai surtout beaucoup aimé, c'est que cette femme merveilleuse, avec qui je peux boire les coups. Et rigoler, qui a une grande sensibilité. En fait, j'adorais ce travail avec elle. D'ailleurs, le tournage et le travail, c'est évident, mais ça devait être quand même assez joyeux, non? Ben, le tournage, c'est le moment où se déroule, et on fait attention justement à s'entourer de gens avec qui on va s'entendre, c'est primordial. Et d'ailleurs, à la fin du film, moi, je remercie l'équipe, parce que je trouve que vraiment le cinéma est un art collectif. C'est chacun, c'est ce que j'aime bien aussi. On est seul pendant longtemps avec l'écriture, c'est peut-être le plus dur, mais après, ça se partage, ça se passe avec Julie Salvador en premier, qui m'a toujours beaucoup aidé, mais à tous les niveaux. C'est la productrice, hein. Oui, à tous les niveaux, les gens amènent leur savoir-faire. Donc il y a Irina, il y a Jean-Pierre Duret pour le son. On parlait du son. Des pointures. C'est des pointures. Des pointures. Des pointures et puis sympa. Sympa. Donc c'est pas mal, mais à tous les niveaux. Mon mari, présent dans la salle. Yves qui est là, d'ailleurs qu'on salue. C'est mon couteau suisse belge à moustache. Donc il a fait tout. Et Louise aussi à côté, là, qui est la programmatrice du pacte. Voilà. Qui est juste à côté. Voilà. Et donc, dans le film, ma fille joue, ma fille est script, et mes 4 petits-enfants. Oui, parce que justement, pareil, au générique, il y a Héloïse Moreau. Héloïse, mais il y a aussi Marie et Lou Lampart. Par rapport à toi, c'est ma fille. C'est ta fille. Alors, la musique, on a eu du plaisir à la faire longtemps en amont, avec, d'une part, Christian Olivier des Tétraites, donc qui joue le spectacle Prévert, qui joue la partie off, et toute la partie in, c'est la rue qui est à nous, que je connais avec aussi Pierrot de Vaguement la Jungle, c'est un autre groupe. Et donc on a profité du Covid pour faire des séquences chez moi à la maison, des semaines, on fait de la musique, entre autres, bien arrosée.
en plus. Et assez festive quand même. Mais je veux dire, toute cette musique a été travaillée pour savoir exactement quelle musique on ferait au mariage, qu'est-ce qui se déroule à ce moment-là. Et puis il y a tout le travail d'ailleurs avec preneur de son, avec Jean-Pierre Duret, pour savoir comment on allait filmer cette musique, de les filmer on l'a pas refaite, donc c'est extrêmement compliqué à faire. Elle est directe, quoi. Donc, mais c'était joyeux tout ça. Souvent, je me dis, ouais, on a la chance de faire ce métier quand même. Et puis, en même temps, moi, je dis, c'est un film, pour moi, qui est politique aussi, mais sans discours. C'est-à-dire, les discours, c'est toujours un peu ennuyeux. Et pendant longtemps, d'ailleurs, je me suis dit, mais parce que moi, j'aime beaucoup les films sociaux, entre guillemets. Mais justement, c'est justement pas ce que j'avais envie de faire pour le moment. Comme si c'était un peu un diktat pour le moment, un peu une obligation de faire ça. Alors moi qui adorais les Ken Loach et tout ça, je suis une folle de ça, mais j'ai envie, et au retour, je trouve quand même, j'y reviens quand même, en faisant autre chose peut-être. Mais Ken Loach, il a vachement d'humour aussi. Hein. Ah oui, mais attends, j'adore. Hein. Je voulais savoir à qui faisait écho le grand cerf devant la maison. Pour moi, le grand cerf est assez important. Je l'ai vu assez vite en repérage. Une des premières fois où j'étais en repérage avec le chef d'écho, avec Marc-Philippe, c'était en Belgique. Il y avait un grand cerf devant une maison de maître. Et c'était un cerf justement en marbre. Et je me dis, waouh, un faux cerf. C'est bon. Ça va être une histoire. Mais d'autant plus que le cerf, il représente la sagesse, il a toute une symbolique. Et puis en mettant la musique de la petite fille, donc en l'occurrence Mireille, quand elle était jeune, je me dis, peut-être c'est le moment quand on est enfant, où on a tout cet imaginaire, où on peut parler à des statues à un moment donné. Tu vois, il y a la réplique aussi de quand elle sert à manger, dit, moi j'ai choisi la sculpture, donne de l'art, donne de l'âme au marbre. C'est une phrase de Chateaubriand. Et tout, pour moi, ce cerf, quand elle était petite, elle devait lui parler, lui confier des choses. Et après, elle se reconfie avec lui. Et le cerf, c'est aussi synonyme de la Renaissance. Et donc, pour Mireille, c'est sûr qu'elle revient dans la maison de son enfance qu'elle a quittée assez en désaccord, et elle revient et elle peut se reconstruire grâce à l'aide des autres, grâce à l'art aussi. Au départ, mon film s'appelait d'ailleurs Même au milieu des ruines. J'adorais ce titre. Ça fait peur. Parce qu'on s'est dit, bon, ça amène, on pense que c'est sinistre. Pour ma part, j'aimais bien, mais je ne regrette pas, j'aime bien le titre. La fiancée du poète, la fiancée du pirate. Ouais. Voilà, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. En plus, la fiancée, c'est moi. Je suis même une vieille fiancée. Non, tu viens de dire, justement, la fiancée du pirate, je me demandais s'il y avait eu une quelconque allusion, ou aucune, parce que la fiancée du pirate, c'est aussi un film qui remet en question plein de choses, très politique, avec de la musique, avec une fille qui se sort de sa vie, etc. Et voilà, juste, je me posais la question s'il y avait eu un petit clin d'œil ou aucun. Pas du tout, sauf peut-être que ça sonnait un peu pareil. Oui, même au début, des fois je me trompais. La fiancée du poète. Donc il y avait quand même tellement rentré dans l'oreille qu'au début j'hésitais. Je l'ai revu il n'y a pas si longtemps. Formidable. Formidable. Et en même temps, tu vois, très très différent d'une autre, heureusement, mais formidable le film. Mais peut-être qu'au départ, inconsciemment, il y a eu ce titre qui ressemblait.
j'aimais bien, même au milieu des ruines, quoi. Parce qu'il y a cette phrase dans le film aussi qui dit l'art, c'est ce qui oppose la barbarie à l'élégance et à la beauté, le réel délétère à l'élégance et à la beauté, même au milieu des ruines, surtout au milieu des ruines. Et je repensais à cette image qu'on a tous en tête du mec qui jouait du piano dans les ruines en Syrie. Je voulais vous remercier déjà pour cette candeur que vous avez toujours dans vos rôles, qui vous permet en même temps de nous glisser plein de petites choses comme ça importantes. Et ensuite, je voulais parler des tableaux de Sophie. J'aurais aimé savoir quand est-ce que vous avez pris le temps de poser pour Sophie. Peut-être même Marc. Vous la connaissez, parce qu'elle habitait Rouen, Sophie. Hein. Oui, Sophie Maurice et Marc Lemoine. Ils ont habité longtemps ici à Rouen. Maintenant, ils habitent du côté de Granville. Et donc, on y a été un peu avant le début du film. On a passé un merveilleux week-end. Je suis très douée. J'aime bien, parce que c'est plein de copains, en fait, dans le film, que ce soit eux, la musique, François Morel, Philippe Luquen qui viennent. C'est un film fait avec plein de gens que j'aime. Et ce tableau, il existe vraiment, donc Il est chez moi. Il est chez moi, et celui de Marc Lemoine. Parce que c'est Marc Lemoine qui a fait La vérité sortant du puits et qui a fait le faux Félicien Rops. Bonsoir, je voulais juste savoir comment s'est passé le travail avec vos camarades comédiens. Est-ce que vous leur avez laissé une part d'improvisation? Est-ce qu'ils ont participé à la création des personnages, ou est-ce que vous avez été très directive dans l'image, de la représentation que vous aviez de leurs personnages? Le film est assez écrit, cependant, moi, comme je joue face à eux, je ne vais pas leur dire comment, sauf s'ils vont dans une direction, peut-être que je n'envisage pas. Après, ça se passe de manière assez artisanale, finalement. On tâtonne peut-être avec William Scheller. Avec William Scheller qui n'avait jamais joué, je lui donnais un peu plus d'intention avant de commencer. Sinon, il y en a qui adorent, Esteban, il adore improviser. Donc il improvise. Et donc, mais Grégory Gadebois n'aime pas du tout improviser. Donc on fait avec ce que chacun aime bien. Esteban, il est rentré dans la chambre et je dis c'est la seule chambre que j'ai dit, j'adore le couleur. C'est Esteban. Il aime bien improviser, donc il a c'est assez heureux des fois. Voilà, Grégory n'aime pas improviser, mais donc et sinon c'est assez fort écrit. Je mets beaucoup de temps, j'ai passé 3-4 ans quand même à écrire. C'est le truc le plus long et le plus difficile. Qu'est-ce qu'on veut raconter? Pourquoi? Comment? Là, il y a déjà beaucoup de choses, mais après, il y a, moi, je suis contente parce que dans le film, pour moi, il n'y a pas de fausses notes avec les comédiens. Il y a une espèce de... J'adore Thomas Guy aussi, il est tout jeune, il a 20 ans, Thomas Guy. Il a 21 maintenant. Et je le trouve très... Il a plein d'empathie, plein de douceur. Je trouve que ça se mélange bien, tous ces gens. Et sinon, Anne Benoît, je la connaissais du théâtre, je la connaissais. Et Jana, je la connais d'un film de Lépine Kervern. J'adore quand elle dit attention, les étrangers viennent piquer la boulot des Français. Chacun. Bonsoir. Pour ma part, j'ai beaucoup aimé tout le film, bien sûr, mais surtout la mise en place au départ, comment on vous suit, comment on ouvre les portes, on regarde aux fenêtres, comment on ouvre les placards, enfin toutes ces choses, quoi. J'ai
beaucoup aimé tout ça, tout ce montage, comment on suit les gens, comment on ouvre les portes, oui. Toutes ces petites choses qui font toute la poésie de ce film. Merci. Merci. Je sais que le film est démarré assez doucement, en fait, mais j'aime bien ça, en fait, de poser les choses, de ne pas savoir trop où on va. Il y avait quelque chose à couper au montage au départ, où il y avait une explication avec la sœur qui reprenait les tableaux, etc. Donc on comprenait beaucoup de choses de ce qui s'était passé avant dans cette maison. Et puis on a trouvé que c'était pas utile, qu'au fur et à mesure ça se distillait, les informations venaient, c'était mieux de laisser le mystère. Et par contre après, les choses vont de plus en plus vite, parce que comme vous dites, on ouvre des portes. Il y a la rencontre avec le curé, il y a très vite les pensionnaires, enfin les locataires qui arrivent, et j'ai eu envie, comme je vous ai expliqué au départ, c'est pas un vrai polar, mais pas toujours savoir où on va. Il y a très vite cette scène où elle voit le cow-boy. Je voulais à ce moment-là qu'on ait un peu peur, ça fait pas peur. Franchement, là j'ai raté mon coup, mais elle voit un cow-boy, un faux film de science-fiction, tu vois, de voir un cow-boy dans la nuit. Bon, ça peut pas vraiment peur, mais enfin en même temps, la scène existe. Je ne sais pas si c'est une divagation personnelle, mais l'eau, la brume, la musique, le mariage, tout d'un coup, moi j'ai eu des images devant mes rétines du temps des gitans. Heureusement, votre film se termine mieux. Vous dites qu'on triche tous, finalement. Moi, j'aimerais savoir, Madame Moreau, sur quoi vous avez déjà triché pour vous rendre la vie plus belle. Mais déjà, un journaliste m'a fait remarquer, parce que moi, je ne l'avais pas vu. Et quand on arrive dans le village avec le bus, c'est le village de Monthermé. Et il me dit, Montherme? Je n'ai pas réfléchi. Je lui dis, bon, j'ai peut-être l'âge aussi. À mon terme. En même temps, j'ai toujours eu, comme je vous expliquais tout à l'heure, un syndrome d'usurpation avec mon métier. Depuis le début, je me dis, qu'est-ce que tu fous là? C'est pas pour toi. T'es trop timide, c'est pas mon milieu, j'ose pas parler. Olivier Saladin pourra le dire, au début, moi je parlais pas, j'osais pas. Donc, la page chasseur, pas un mot, les pieds dans l'eau, pas un mot, j'osais pas. Tétanisé, j'ai commencé à dire un mot dans le film, le spectacle, c'est magnifique, et j'ai dû aller le sortir, mais loin, j'osais pas. Et à un moment donné, je dis, vas-y, mais il va sortir faux, tellement je suis tétanisé. Et je me rappelle, c'était avec Bruno Locher qui devait mettre sa main sur le comptoir, je dis, eh, viens là, mets ta main là. Et je tapais dessus avec une baguette en bois. Et comme ça les faisait rire, je dis, ah non, reviens. Où ça va chercher, hein? Reviens, mets ta main là. Je tapais dessus. Et donc ce syndrome d'usurpation, je pense que j'ai fait les choses des fois en me disant, mais t'es folle. Et des fois même faire un film, parce que le premier, je l'ai fait avec Gilles Porte. Donc s'il n'avait pas été là, je pense que j'aurais jamais osé. En même temps, je me suis découvert le plaisir de l'écriture. C'est-à-dire, je me suis dit, je suis pas écrivain, je ne peux pas avoir une écriture littéraire, je ne suis pas doué pour ça, mais l'écriture en cinématographique m'a plu, c'est une toute autre écriture, et en dessous dire j'ai envie de te tuer, ou passe-moi le sel, j'ai envie de dormir avec toi ce soir. Il y a tous les possibles. C'est une écriture en images. C'est très intéressant, je trouve, ce que tu dis. Non mais vraiment, parce qu'il y a, je trouve que les gens d'habitude ne parlent pas comme ça. Enfin, je trouve, voilà, parce qu'il y a beaucoup de cinéastes qui sont toujours très, très sûrs des choses d'une certaine manière. Enfin, pas toujours, mais en général. Et là, je trouve que c'est ce qui fait, je trouve, toute l'originalité de ton cinéma. Et justement, c'est que tu cherches systématiquement des choses dans tes films. Dans l'écriture, dans l'émotion, dans la manière d'agencer les plans,
de faire jouer les gens. Et souvent, ce sont souvent moi je trouve les grands acteurs, les grandes actrices qu'on peut voir dans le cinéma en général, enfin pas qu'au cinéma, au théâtre aussi, qui ont cette franchise de dire voilà, mais qu'est-ce que je fais là, quoi, d'une certaine manière, et qu'est-ce que je fais là, quoi. Et c'est pour ça que c'est beau, et c'est pour ça que le film est réussi. Moi, c'est foncièrement mon avis. Je sais pas. On peut te garder jusqu'à la sortie du film, jusqu'au 11 octobre. Le retour au restaurant. Non, le film, il sortira le 11 octobre. C'était encore un moment de bonheur de t'accueillir total. Un vrai plaisir. Voilà, un vrai plaisir. Et je pense qu'on peut applaudir voilà, très très fort Yolande. Merci beaucoup à vous, merci.